Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. L'insuccès persistant des tentatives et modèles de rationalité à proposer les conditions optimales de la stabilité politique en Afrique a emmené plus d'un scientifique à revisiter à nouveau frais les bases fondamentales de l'état de droit, question sempiternelle qui cristallise l'attention des juristes constitutionnalistes et philosophes. Prenant le taureau par les cornes, Willy Makiashi choisit de remonter à la source même du droit pour en interroger et interpeller la doctrine. D'une manière générale, l'auteur, comme postulat, pose que le droit constitutionnel et la doctrine juridique en vigueur portent intrinsèquement les germes de la faiblesse de l'État, dans la mesure où ils omettent d'intégrer la Constitution au rang des éléments constitutifs de l'État, bien qu'ils la reconnaissent tacitement comme son élément fondateur et essentiel. En tant que substance, c'est-à-dire élément sans lequel les autres éléments constitutifs, le territoire, la population, le gouvernement et la reconnaissance internationale, n'auraient de sens, la Constitution devrait dorénavant être clairement désignée comme le premier élément fondateur de l'État, le primus inter pares. S'agissant de l'Afrique, les conséquences néfastes de cette omission sont plus perceptibles. Non seulement que tous les piliers de l'État y sont en crise permanente, mais bien plus, les constitutions héritées par la plupart de pays africains affranchis de la colonisation sont fondamentalement extraverties, importées voire imposées. En effet, ces constitutions ne s'enracinent pas dans le tissu culturel et dans le vouloir vivre et vouloir être des peuples d'Afrique. Elles sont par conséquent considérées comme des constitutions d'emprunt, des constitutions de pacotille, des constitutions venues d'ailleurs, bref des constitutions porteuses de germes de conflit. L'État étant l'espace par excellence de la promotion de la coexistence pacifique, sa substance fondatrice devrait se former à partir des valeurs essentielles dont il est le creuset et qui, par conséquent, l'imprègnent de sa marque indélébile. L'univers culturel est le seul facteur porteur de modèles fondamentaux dispensateurs de sens, qui révèle à la fois la vision du monde visible et invisible d'un peuple, de sa société, des groupes auxquels il appartient ou avec lesquels il est en rapport. Cette vision est incarnée dans la réalité de la vie d'un État, par la Constitution élaborée à partir des convictions fondamentales de chaque peuple. C'est dans cet élan culturaliste que Makiashi envisage l'horizon de sens des mutations nécessaires à une écriture responsable et authentique de la Constitution, susceptible de refonder l'État en Afrique et en rez-de-chaussée. C'est ainsi qu'il s'engage et engage en même temps l'intellectuel africain ou congolais à ce renouveau constitutionnel, qui tiennent effectivement compte des cultures endogènes et de l'unité plurielle des peuples d'Afrique. Le nouvel ordre constitutionnel dont se revendique Makiashi entend articuler droit, culture, religion, mythe fondateur de l'État et pluralité anthropologique et sociale. L'auteur termine par lancer un appel vibrant aux constitutionnalistes africains de tous bords à se remettre en question pour, dorénavant, inspirer des constitutions plus idoines, plus authentiques et de plus en plus adaptées aux modes de vie et réalités propres des peuples africains. À notre avis bien mesuré, le texte de Makiashi est d'un apport scientifique indéniable. Il éveille l'attention des constitutionnalistes sur un aspect important de la doctrine sur lequel les doctrinaires sont jusque-là restés muets, mieux moins attentifs, mais dont ils sont toujours conscients voire unanimes, à savoir, la Constitution est l'élément fondateur de l'État. Par ailleurs, la clarté et la profusion de ces analyses ainsi que leur application pertinente sur l'Afrique et la rez-de-chaussée sont autant de signes de l'originalité de sa démarche et de son étude. Ces propositions en vue de la refondation de l'État africain et de l'État congolais sont des atouts irréfutables et indispensables à l'édification, à l'inculturation et à l'intégration du constitutionnalisme africain et congolais dans la grande famille de la science juridique constitutionnelle. Ces acquis dénotent de l'audace, du courage et surtout, de la maturité intellectuelle d'un chercheur déterminé et capable de prendre du champ pour apporter une contribution nouvelle à la fois substantielle et originale. N'est-ce pas là une manière glorieuse d'inscrire son nom au panthéon des inventeurs ? En revisitant de manière critique la doctrine sur la question de l'État, l'ouvrage de Makiashi, qui fait des propositions nouvelles et intéressantes, s'inscrit dans la grande tradition du droit public. Le lecteur y puisera, j'en suis persuadé, des connaissances sinon des pistes nouvelles sur les questions notamment de la gestion, de l'organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics,
question qui focalise habituellement l'attention de tout processus constitutionnel. Tout ceci constitue à juste titre un motif évident de fierté et de satisfaction légitime pour moi, en tant que préfacier de cet ouvrage. C'est donc avec enthousiasme que je recommande l'ouvrage de Makiashi à la lecture par le public scientifique de notre pays et d'ailleurs, en lui accordant en même temps ma totale bénédiction pour qu'il réalise toutes les bonnes promesses qu'il porte. Contribution pertinente et originale à la science juridique, la relecture de la question du fondement de l'État par Makiashi apporte un éclairage précieux au constitutionnalisme africain et congolais, afin de le sortir de la stagnation morose et du mimétisme qui lui ont toujours empêché de se ressourcer à la vraie sève de l'histoire et des cultures africaines. En mettant la main à la pâte dans un champ de recherche déjà abondamment exploité, Makiashi n'a cependant pas tari d'intuition pour arriver à faire peau neuve, en articulant harmonieusement esprit de recherche, éthique du juriste et surtout, hargne d'innovation. Reculer les horizons de l'ignorance par des perspectives nouvelles indéfiniment en débat, telle semble être la définition de la recherche scientifique afin que toute conquête ne soit appréhendée comme victoire définitive. Évariste Boshabm Abudj. Introduction. Il est difficile de nier l'existence des structures étatiques en Afrique précoloniale, y compris lorsqu'on s'en tient à l'acception classique de la doctrine qui veut que l'État soit un pouvoir de commandement qui a pris corps dans une organisation, et qu'il soit une entité constituée d'un territoire, d'une population et d'un pouvoir ou gouvernement souverain qui entretient des relations avec d'autres puissances. L'État est une réalité ancienne en Afrique, plus ancienne que la colonisation occidentale. C'est même une lapalissade que d'affirmer à la suite de Moret qu'avant l'arrivée des Européens, l'État en Afrique a bel et bien existé. En effet, avant la colonisation, l'Afrique était composée de plus de 800 communautés dont les structures politiques se déclinaient en des chefferies ou royaumes assurant protection militaire, juridique, religieuse et vivrière. Égypte, Monomotapa, Ghana, Mali, Cuba, Luba, Congo du roi Nzingan-Kuvu et Pan du roi Ngola Agilwanji, ne sont que quelques exemples parmi les plus cités qui démontrent à suffisance l'existence de l'État avant la colonisation. La position de Clovis Bricky à ce sujet a l'avantage d'être précise et suggestive. On peut aussi se référer à la Convention de Montevideo sur les droits et les devoirs des États, qui est un traité signé à Montevideo, Uruguay, le 26 décembre 1933 au cours de la 7e Pan-American Conference. Le président américain Franklin Delano Roosevelt et son secrétaire d'État Cordell Hull annoncèrent la mise en route de la politique de bon voisinage, qui mettait théoriquement un terme à la doctrine du Big Stick. L'accord est signé avec quelques réserves de la part des États-Unis, du Brésil et du Pérou. Cette convention est citée en droit international en particulier pour sa définition d'un État souverain comme respectant les 4 critères suivants. Être peuplé en permanence, contrôler un territoire défini, être doté d'un gouvernement, et être apte à entrer en relation avec les autres États. Ces empires ou royaumes, qui sont pour la plupart les plus anciens contemporains du Moyen Âge européen, ont eu leurs institutions propres, leur mode de gestion des affaires publiques, d'organisation et de transmission du pouvoir politique, leur propre mode de régulation des rapports sociaux, de gestion et de règlement des conflits. Ces constructions institutionnelles ont organisé les rapports entre les différentes communautés sur de vastes territoires. Elles ont mis au point des modes de gestion qui, dans bien des cas, ont assuré la paix et la sécurité aux peuples concernés, et elles ont établi des partenariats avec le reste du monde. Mais il importe de préciser d'ores et déjà que l'État dont il est question dans cette étude n'est pas celui précolonial. Nous traitons dans ces lignes de l'État moderne, c'est-à-dire cette forme de société humaine, ou à tout le moins cette organisation sociale avancée et perfectionnée, qui est apparue en Europe dans le cadre d'un processus qui débute à l'époque de la féodalité, période qui court du IXe au XIIIe siècle, et qui s'est imposée comme l'unique mode de gouvernement des sociétés contemporaines. Ce type d'organisation a succédé à la féodalité qui opérait une confusion entre la propriété foncière et le pouvoir politique, et dans laquelle les relations politiques étaient des rapports de soumission et de fidélité personnelle entre vassaux et suzerains, confondant droit privé et droit public. L'État moderne sous analyse en exclusivité dans ces pages
est celui dans lequel le pouvoir n'est plus un objet de propriété. Le pouvoir est au demeurant à entendre comme une personnalité morale dont les gouvernants ne sont que les organes, les représentants, les agents agissant au nom et pour le compte de l'État, et non pour leur propre compte. Il s'agit de cet état dans lequel tout pouvoir repose nécessairement, et en principe sur un mélange de légitimité et d'usage de la contrainte. Pour cette raison, le monopole étatique le plus fondamental est bien, comme l'a souligné Max Weber, le monopole de la violence physique légitime. Nous entendons par l'État, avance-t-il, une entreprise politique de caractère institutionnel, lorsqu'étant que sa direction administrative revendique avec succès, dans l'application des règlements, le monopole de la contrainte physique légitime. Et pour être légitime, l'usage de la contrainte physique chère à Max Weber est toujours plus contrôlé et modéré. Cet usage doit se faire dans le respect des règlements et lois, ce qu'exprime le concept d'état de droit, apparaissant dans la doctrine juridique allemande à partir du XIXe siècle et développé par la suite par des théoriciens du droit comme Hans Kelsen ou Raymond Carré de Malberg. Aujourd'hui, le continent africain compte 54 États, presque tous inspirés des modèles occidentaux importés et imposés par la colonisation. L'État colonial qui est venu faire table rase de l'État africain indigène et qui par la suite a engendré l'État postcolonial, était de nature autoritaire, hiérarchique et faible. Les Anglais en particulier avaient repris les structures sociopolitiques autochtones existantes et ont ainsi exercé le pouvoir dans le cadre de l'indirect rule, entendez la domination indirecte. Aussi bien sous la domination indirecte anglaise que sous la domination directe française, portugaise, espagnole ou belge, les formes plus démocratiques de gouvernement ont eu peu de chances de se développer et de se maintenir en Afrique ou en rez-de-chaussée après la vague des indépendances. Il en résulte que l'État postcolonial est un problème depuis les indépendances en Afrique en général, et en République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, en particulier. Il est un État à problème, qui a des problèmes. C'est fondamentalement un État en crise qui appelle des réflexions en vue de sa refondation, pour lui permettre d'arriver à s'acquitter correctement de ses missions régaliennes et rendre possible la renaissance africaine. Il importera de s'interroger sur les raisons des faiblesses et de l'effondrement de cet État, avant de penser au mécanisme de sa refondation. La série d'interrogations ci-après suffit à mettre en lumière l'orientation téléologique de la réflexion axiale menée dans ce livre. Quelles sont les causes réelles de la faillite indiscutable de l'État africain ? Comment expliquer la déliquescence prononcée de l'État en Afrique, en dépit d'innombrables réformes et mutations survenues ? Quel serait le dénominateur commun de différentes crises de l'État en Afrique et en rez-de-chaussée ? Ce dénominateur commun ne serait-il pas un des éléments constitutifs de l'État non pris en charge par la doctrine, et dont la réhabilitation doctrinaire pourrait faire advenir l'inespérée solution ? L'impasse étatique en Afrique serait-elle aussi dévastatrice si les constitutions africaines bénéficiaient de la même sacralité que les éléments constitutifs de l'État traditionnellement reconnus ? La crise de l'État africain n'est-elle pas fonction d'une sous-estimation chronique des constitutions africaines ? Au cas où ces crises seraient constitutionnelles, quel en serait alors le facteur conflictogène ? S'agirait-il de l'absence des constitutions, des mauvaises constitutions, de l'irrespect ou de la non-application de ces chartes ? Les crises étatiques récurrentes en Afrique ne seraient-elles pas consécutives à une décalcomanie servile des modèles constitutionnels des anciens colonisateurs ? Dans un tel contexte d'impérialisme constitutionnel occidental, comment la faiblesse du constitutionnalisme se trouve finalement au cœur de la crise de l'État africain ? Sous quel angle enfin peut-on ériger des constitutions qui tiennent compte des spécificités diachroniques et synchroniques africaines ? Les réponses à toutes ces questions constitueront la toile de fond de cet ouvrage et feront œuvre de l'entreprise que nous désignons ici sous l'appellation bien contrôlée de « refondation de l'État africain ». C'est le prix à payer par la science juridique, nous semble-t-il, afin de sortir le continent noir des décennies d'incertitude et d'instabilité. Cet ouvrage est le point d'orgue de notre parcours académique, dans la mesure où il reprend in extenso les principales articulations de nos recherches doctorales. À ce titre, il ne peut se défaire des stigmates des dissertations académiques, y compris dans la mise en évidence de la problématique, des hypothèses sous-jacentes, de la méthodologie de travail et du squelette même du livre.
Il s'ensuit que la problématique telle que présentée appelle au moins 3 hypothèses qu'il nous appartiendra de vérifier ou de tester tout au long de cet itinéraire scientifique. De prime abord, il nous est apparu que l'État colonial a eu à exercer une influence directe sur les nouveaux États de l'Afrique postcoloniale, l'État s'avérant importé dans sa forme constitutionnelle. Bertrand Badier a eu le mérite de stigmatiser magistralement le caractère importé de l'État postcolonial en Afrique. La conséquence malheureuse de cette importation est que, jusqu'à ce jour, l'État africain postcolonial s'est toujours comporté envers ses membres comme un léviathan toujours prêt à brimer, parce qu'ayant ostentatoirement failli à sa mission régalienne fondamentale d'établir un ordre politique, juridique et social légitime qui tienne compte des valeurs africaines et qui soit orienté vers le bien commun. C'est l'avis de David Gakunzi qui affirme: l'indépendance, au lieu d'être une occasion pour les Africains d'associer les apports positifs de l'extérieur à ce qu'il y avait de meilleur dans le patrimoine africain de la gouvernance, a été souvent le point de départ d'une ruée vers le pouvoir brut, en amalgamant le pire de l'Afrique au pire de l'extérieur. Les fonctions de l'État dont nous avons hérité, c'est l'appareil coercitif et répressif, l'emballage du système, la tôlerie, le hardware et non pas le principe, la logique, le software, l'esprit qui justifie l'institution. Par exemple, la soumission à la mère des lois qu'est la Constitution, la permanence, l'impersonnalité de l'État, sa distance et sa neutralité minimale à l'égard des citoyens ou des partis considérés comme égaux, le respect de la séparation des pouvoirs par l'exécutif, lequel accapare souvent tout l'espace et identifie à l'État, au détriment du législatif et du judiciaire. Ensuite, la théorie actuelle de l'État, en rapport avec ses éléments constitutifs, tels que véhiculés par les constitutionnalistes et autres spécialistes en droit, porte en elle-même les germes de la faiblesse et de la crise de l'État, surtout dans les parties du monde qui n'ont pas encore de grande culture démocratique et de gestion scientifique de la res publica. En excluant la Constitution, qui s'avère pourtant être la maison du droit et le fondement de l'État, du nombre des éléments constitutifs de l'État, cette théorie expose par le fait même l'État, surtout dans son expérimentation africaine, à la désagrégation et à l'instabilité. Ceci est d'autant plus paradoxal que les constitutionnalistes sont unanimes pour reconnaître le rôle sine qua non de la Constitution dans l'existence de l'État. En d'autres termes, nous n'avons répertorié aucun doctrinaire qui soit opposé à l'idée que la Constitution soit un élément ontologiquement intrinsèque à l'État, au point de lui être consubstantiel. Personne n'envisage par ailleurs le concept même de l'État en marge du constitutionnalisme. C'est ici précisément qu'il convient de situer notre apport qui consiste en la réhabilitation de la Constitution dans sa vocation téléologique, d'un point de vue purement de son intentionnalité phénoménologique, à figurer dans le panthéon privilégié des éléments constitutifs de l'État. Sans minimiser la nouveauté de notre démarche, nous sommes convaincus qu'elle s'inscrit dans la droite ligne de la doctrine qu'elle explicite et complète à juste titre. Pour nous, la Constitution doit dorénavant être clairement reconnue comme l'élément constitutif fondamental de l'État, à côté du territoire, de la population, du gouvernement et de la reconnaissance internationale. Du reste, il va de soi que cette Constitution doit être légitime, imposable à tous, authentique. Elle doit s'enraciner dans le vouloir vivre collectif des peuples concernés sans être extravertie. Or, la conception des constitutions de l'État en Afrique et en rez-de-chaussée s'écarte radicalement du modèle traditionnel de légitimité, et nulle part les valeurs propres aux sociétés africaines précoloniales ne sont mises en avant comme des normes auxquelles l'action future des gouvernements devrait se soumettre. Nulle mention n'est faite de la période précoloniale, qui reste dans les ténèbres où l'a rejetée la colonisation. La rez-de-chaussée, notamment, n'a connu jusqu'ici que des constitutions qui n'intègrent pas l'identité culturelle endogène, des constitutions rédigées du point de vue des dirigeants et des étrangers, des constitutions d'ailleurs, des constitutions importées et imposées mutatis mutandis sans s'aviser du danger de la mimésis acquisitive qui engendre domination, guerre et violence déclenchées par celui que l'on imite. En effet, l'État congolais était fondé le 30 juin 1960 sur la base de la loi fondamentale du 19 mai 1960. Car la naissance de l'État, ainsi que nous enseigne Carré de Malberg, se place au moment précis où il se trouve pourvu de sa première constitution écrite ou non,
c'est-à-dire avec l'apparition du statut qui pour la première fois a donné à la collectivité des organes assurant l'unité de sa volonté et faisant d'elle une personne étatique. Néanmoins, il est un secret de polichinelle que cette loi fondamentale de 259 articles était une charte octroyée par le Parlement belge. C'était donc une loi importée qui sera imposée au peuple congolais, comme cela ressort de la lecture attentive de l'écriture de Jean Stengers et de ce que cette lecture implique. Lorsqu'il fallait bâtir un système d'institutions, les délégués n'eurent pas beaucoup d'idées à proposer. Du côté belge, on aurait été enchanté d'entendre les Africains exposer quelles étaient les solutions les mieux adaptées au développement de leur société et de leurs traditions propres. Rien ne vint. Les Belges leur offrirent donc avec beaucoup de bonne volonté ce qu'ils avaient de mieux, c'est-à-dire un décalque grosso modo de leurs propres institutions. On décida de doter le Congo d'un système bicaméral, la Chambre des représentants et le Sénat, d'un gouvernement dont le Premier ministre et les ministres seraient politiquement responsables devant les deux chambres, d'un chef d'État dont les actes n'auraient d'effet sûr que s'ils sont contresignés par un ministre du gouvernement congolais, seul responsable. Par conséquent, à cause de ces ambiguïtés et équivocités constitutionnelles, cette loi fondamentale fit du Congo de Lumumba le théâtre des mutineries, sécessions, rébellions, crises institutionnelles et politiques récurrentes. Toutes les autres constitutions subséquentes, au regard surtout de leur caractère illégitime et importé, ne prendront pas en compte les réalités sociopolitiques des Congolais et n'engendreront donc, par le fait même, que crise sur crise. Enfin, cet État qui a échoué doit donc être refondé et repensé en ce que chaque État a d'essentiel et de fondamental, la Constitution. L'État étant nécessaire à la coexistence pacifique des hommes formant un même peuple et entre des peuples différents, sa refondation ne peut pas ne pas tenir compte de l'univers culturel des peuples concernés. Car comme le pense Alliot, l'univers culturel est le seul porteur de modèles fondamentaux dispensateurs de sens, qui révèle à la fois la vision du monde visible et invisible de chacun de ses membres, sa vision des peuples, de sa société, des groupes auxquels il appartient ou avec lesquels il est en rapport, et sa vision de lui-même. Et cette vision ne peut être incarnée dans la réalité de la vie d'un État, que par la Constitution élaborée à partir des convictions fondamentales de chaque peuple. En République démocratique du Congo, les constituants ne se sont pas fondés sur la cosmogonie congolaise, cooptant maladroitement les visions du monde visible et invisible des autres peuples. C'est ainsi qu'ils sont arrivés à élaborer des constitutions de pacotille, qui ne s'inscrivent pas dans le contexte réel de l'histoire des Congolais. Somme toute, l'État ne peut être refondé qu'en s'appuyant sur le constitutionnalisme, c'est-à-dire sur la reconnaissance de la suprématie de la Constitution légitime et authentique, ainsi que sur la pratique effective de la démocratie et des droits humains. Cet État doit être légitime. Il doit être un véritable État de droit. Car à en croire Jacques Chevalier, il n'y a pas d'État sans droit. Et l'État de droit, précise Delpéry, c'est l'État de la Constitution. La présente étude n'est pas une création ex nihilo. Elle s'arc-boute sur une abondante littérature déjà existante sur laquelle elle se fonde et dont elle s'efforce d'élargir les perspectives. Cette littérature sera reprise dans la bibliographie générale. Notre tâche sera de revisiter et d'enrichir l'immense littérature sur l'État en Afrique et en rez-de-chaussée, en y apportant un élément nouveau, la nécessité de la refondation de l'État et la manière de le faire. Qu'il nous suffise à ce stade de relever que nous nous inscrirons à contre-courant de l'afro-pessimisme et du mépris paternaliste dont est souvent teintée cette dense littérature. Avec le recul, nous plancherons résolument sur une recherche pragmatique des solutions au mal africain ou à la crise de l'État africain en général, et de l'État congolais en particulier en nous appuyant sur les vertus thérapeutiques jusqu'ici méconnues de la Constitution. Aussi allons-nous nous appuyer sur les éléments de la doctrine que recèle cette ample littérature qui s'inscrit dans une perspective historique, et prend en compte l'évolution de l'État en Afrique et en rez-de-chaussée depuis l'époque précoloniale jusqu'à nos jours. Jamais un État n'a donné lieu à autant d'écrits et de discussions savantes que dans son expérimentation en terre africaine. Et la rez-de-chaussée en est une illustration. L'État en Afrique aura été décrit et décortiqué dans tous les sens. Dans bien des cas, il a été dénigré et rarement fait l'objet de louanges. Le nombre d'ouvrages, de thèses, d'articles scientifiques,
de conférences, de colloques et de séminaires consacrés à l'État en Afrique est inimaginable. La littérature sur l'État en Afrique n'émane pas seulement des Africains, mais surtout des non-Africains, dont le regard est généralement méprisant. Plusieurs travaux sur l'État en Afrique ont d'abord été menés par les historiens, les sociologues, les anthropologues et les politologues. Alors que les auteurs occidentaux tendaient à réfuter l'existence de l'État en Afrique précoloniale, les œuvres d'éminents scientifiques africains tels que Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Iboussi Boulaga, Joseph Kizerbo, Elikia Mbokolo et Isidore Nedewel, pour ne citer que ceux-là, attestent par contre l'existence d'un État organisé dans plusieurs sociétés africaines. Pour paraphraser Jacques Bagnard, l'État, comme la civilisation, avait fait son aventure en Afrique avant même que l'Occident qui allait la coloniser n'ait pu les découvrir. La colonisation et la traite des esclaves, dont l'Afrique a terriblement souffert, avait largement contribué à la déliquescence et partant à l'effondrement des civilisations africaines. À la place, l'État colonial était né et allait être imposé à l'Afrique comme instrument de civilisation occidentale. Dans Civilisation ou barbarie, Cheikh Anta Diop démontre que pendant sa durée plus ou moins centenaire, l'État colonial faisait table rase de tout, pour emprunter une expression populaire en vogue en Afrique francophone. Cet État, revêtu d'une arrogante mission de civiliser les barbares africains, allait lui-même sombrer dans la barbarie avec les maîtres se comportant eux-mêmes en barbares. Birnbaum justifie cette dérive par le fait que l'autoritarisme rentrait dans la logique existentielle de cet État. C'est sur base de ce leitmotiv que l'État colonial se rendra coupable de violations des droits humains les plus graves. Paradoxalement, ceux qui avaient prétendu lutter contre l'esclavage établiront des régimes encore plus avilissants qui déniaient toute dignité humaine et toute liberté tout en adoptant hypocritement des déclarations des droits avec des pompeux slogans du genre « liberté », égalité et fraternité, qui bien entendu ne valaient que pour eux-mêmes. Aux peuples africains dominés, le dominateur imposait sa culture, sa langue, ses traditions, sa religion et son droit en essayant de vexer les Africains dans leur âme, dans leur civilisation et dans leur humanité dans le but inavoué de s'attribuer une suprématie de droits divins. L'Afrique était donc confrontée à la pire des exploitations. Cependant, comme toute exploitation et tout autoritarisme appelle révolte, révolution, le temps devrait venir pour revendiquer l'indépendance de l'Afrique pour l'affranchissement de ses fils. La littérature juridique sur l'État africain en période postcoloniale tend à mettre en exergue le fait que l'indépendance est un droit fondamental pour tous les peuples. Il était dans l'ordre des choses que soit mis un terme à l'État colonial, auquel devait succéder un État indépendant ayant pour vocation de redonner au peuple sa dignité et sa liberté. Mais puisqu'ils étaient formés à l'école des colonisateurs, les leaders africains de premières années se sont montrés incapables d'inventer un autre système que celui que leurs maîtres leur avaient enseigné et qui avait la fortune de les faire occuper la première caste dans la nouvelle stratification sociale qui voyait le jour aux indépendances. Dans cet ordre d'idées, Joly indique que le colonisateur, belge, britannique ou français s'était engagé, et avait facilement réussi à imposer son modèle d'État dans plusieurs pays africains au moment de leur accession à l'indépendance. Aux Congolais par exemple, les Belges avaient offert une constitution rédigée par leurs juristes, proposée par leur gouvernement, adoptée par leur parlement, promulguée par le roi des Belges et publiée au Moniteur belge comme n'importe quelle loi belge. L'accession à l'indépendance était également précédée par la signature d'un traité d'amitié entre le gouvernement du nouvel État et l'ancienne puissance coloniale. La Grande-Bretagne en avait fait autant avec ses anciennes colonies qui s'étaient vues imposer le Westminster Model, avec Sa Majesté britannique comme chef d'État de nouveaux pays indépendants. La France n'était pas en reste. C'est elle qui avait préconisé le système de communauté qui lui réservait certaines compétences, malgré l'accession de ses colonies à l'indépendance. Ainsi l'État postcolonial avait-il surgi en Afrique sous la forme d'un État imposé, ou tout au moins importé suivant l'expression de Bertrand Badier. À cet effet, Joly précise que l'État moderne a été conçu en Occident comme cette force providentielle organisatrice du néant originel. Son transfert en Afrique est le produit d'un commerce de contrebande, ce que ne comprennent pas la plupart des dirigeants africains qui reconduisent cet État importé,
et qui veulent penser l'État africain sur la matrice archétypique moniste occidentale sans comprendre l'itinéraire, la transcendance et le fond mythologique de l'État dit moderne. En effet, poursuit Joly, les dirigeants africains qui ont adopté l'État importé ont ainsi produit une asynchronie mythologique, conséquence de l'irréductibilité entre, d'une part, des sociétés plurielles dans lesquelles la plupart des mythes de fondation insistent sur la groupalité, la bisoïté et la complémentarité, et d'autre part un État importé à vocation moniste qui proclame le chacun pour soi et affirme que le salut est individuel. Un État à l'image de son Dieu, qui a pour vocation d'abaisser et de dominer tous les autres pouvoirs jusqu'à être seul. Car un État qui fait fi de la texture, du mental et de la cosmogonie de ses peuples, va à sa propre déperdition. Il en résulte que l'État moderne transporté en Afrique est rongé, encerclé, assiégé et pris en otage. Il se présente comme un conglomérat d'espaces fragmentés, avec de zones de chaos et de réensauvagement. Dans de nombreux pays, l'État africain indépendant sera aussi autoritaire et parfois même plus autoritaire que l'État colonial auquel il avait succédé, et dont il prétendait corriger l'état. Il sera un État patrimonial reposant sur ce que François Bayard qualifiera de politique du ventre, menée par les dirigeants africains, un État sous-développé, incapable de répondre adéquatement aux demandes de son environnement international et surtout interne, un État fantôme, qui sera soumis à des crises multiformes qui le ramèneront à une situation de non-État, de quasi-État, de coquille vide, d'un État inexistant ou effondré qui nécessite dès lors une refondation. Jadis Zaïre, la rez-de-chaussée a été diversement analysée par la littérature juridique. Qualifié naguère d'empire des ténèbres, l'État indépendant du Congo 1885, qui deviendra colonie de la Belgique ou Congo belge 1908, puis République du Congo 1960, République du Zaïre 1971, avant d'être rebaptisée République démocratique du Congo 1997, nom qu'il garde jusqu'à nos jours. Ce vaste pays de Afrique des Grands Lacs est un État de tous les paradoxes. Potentiellement l'un des pays les plus riches de la planète, la rez-de-chaussée est également l'État dont les populations sont comptées parmi les plus pauvres en raison de ce que Mabi Mulumba fustige comme dérive d'une gestion prédatrice. Aux yeux de certains observateurs pessimistes, la rez-de-chaussée ne peut que se contenter d'un statut de risée du monde à cause de ses nombreuses contre-performances. Pourtant, par ses potentialités et sa position géographique exceptionnelle, c'est le pays qui devrait servir de locomotive à la renaissance africaine, au développement et à la paix. Ce pays qui devrait servir de gendarme, se voit continuellement agressé par des voisins, de loin plus petits, qui sont cependant soutenus par de grandes puissances mondiales avides de ses richesses naturelles. Kamana ne pensait pas si bien dire en qualifiant la rez-de-chaussée de pays de tous les espoirs et de toutes les inquiétudes. S'agissant de l'État en rez-de-chaussée, ainsi que nous l'avons déjà relevé, il représente l'un des cas les plus illustratifs de l'État africain postcolonial. Il pourrait même en être le paradigme par excellence. Au début de la décennie 1980, Crawford Young, le spécialiste américain du Zaïre, donnait à sa communication lors de l'inauguration de l'Association canadienne d'études africaines un titre à l'époque bien provocateur. Y a-t-il un État au Zaïre ? Quelques années plus tard, Turner et Young répondaient, comme il fallait s'y attendre, négativement à cette question dans leur ouvrage sur l'apogée et le déclin de l'État au Zaïre. Depuis lors, des titres se sont multipliés plus apocalyptiques les uns que les autres, surtout sous la plume des spécialistes occidentaux. Selon Mamdani, le Zaïre, rebaptisé République démocratique du Congo par le président Laurent Désiré Kabila lorsqu'il renverse le régime du maréchal Mobutu le 17 mai 1997, était devenu le type de l'État africain failli, échoué, sous-développé. Précisons qu'il n'y a pas que des Occidentaux qui ont porté le jugement le plus négatif sur l'État en rez-de-chaussée. En 1992, un livre collectif des scientifiques congolais publié par le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, CODESRIA, sous la direction de Kankwenda Mebaya, portait ce titre prémonitoire, « Zaïre vers quelle destinée ?» Dans ce livre, la destinée de l'État en rez-de-chaussée apparaissait compromise. Évoluant dans le même sens, Bongeli qualifia déjà la rez-de-chaussée en 2000 d'État irresponsable, des États bébés.
C'est ainsi que dans sa thèse de doctorat, André Mbata Mangou pose le diagnostic de la maladie de l'État africain de la rez-de-chaussée, le non-respect du constitutionnalisme avec comme remède son respect. Nous nous situons dans la suite logique de ce diagnostic, qui a eu le privilège d'inspirer de nombreuses autres intelligences, à l'instar de Jacques Joly, Ambroise Camucuni et Jean-Louis Essambo qui tous voient la misère de l'État en rez-de-chaussée dans la fraude à la Constitution et dans l'absence coupable du constitutionnalisme. C'est également pour Bongeli l'une des causes majeures du dysfonctionnement des services publics, tel que relevé auparavant par Kabangé Ntabala. C'est aussi, à en croire Félix Vundwawe et Mboko, la raison majeure de la déliquescence de l'administration publique congolaise. Tel est le souci majeur de Dieudonne Kalouba Dibois, lorsqu'il pose la problématique de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo. Et c'est la même préoccupation qui turlupine Évariste Bossab, qui s'interroge sur la nécessité de la révision constitutionnelle dans son pays. Réfléchir sur la refondation de l'État en mettant en exergue la suprématie de la Constitution, en tant que socle de l'édifice étatique présente, à notre avis, un double intérêt pratique et scientifique. Sur le plan pratique, notre démarche entreprend l'état des lieux de la faillite de l'État en Afrique et en rez-de-chaussée, en même temps qu'elle en suggère le sens des mutations indispensables à opérer. Ainsi établi, le texte constitue une interpellation à l'adresse des gouvernants qui sont appelés à relever les défis de la construction de l'État. En effet, la question de la banqueroute de l'État et la nécessité de sa refondation préoccupent tout politique et tout citoyen soucieux du développement et du mieux-être de son pays. Car il est du devoir de tout individu de contribuer à l'amélioration de la gouvernance de sa société. Les Africains ont particulièrement, pour des raisons évidentes, le devoir de contribuer à l'avènement de l'état de droit dans leurs pays respectifs. L'horizon régulateur de la refondation que nous préconisons consiste à faire reposer l'État sur la suprématie de la Constitution légitime et originale, ainsi que sur des valeurs démocratiques véritables. En intégrant la Constitution dans la Constitution de l'État, l'étude effectue un enrichissement indéniable de la doctrine, aspect jusqu'ici méconnu par les doctrinaires. Par ailleurs, en revisitant de manière critique la littérature existante sur la question de la refondation de l'État et en suggérant les pistes pour y parvenir, ce travail se situe dans la grande tradition du droit public et devrait, par conséquent sans fausse modestie, intéresser le monde scientifique en rez-de-chaussée, en Afrique et dans le reste du monde. Le doctrinaire pourra dorénavant avancer avec fierté, arguments et documentation à l'appui, que la Constitution est à part entière un des éléments constitutifs de l'État. Depuis l'indépendance du Soudan du Sud née de la partition du Soudan en juillet 2012, et qui constitue le dernier né des États africains à l'heure actuelle, l'Afrique compte désormais 54 États. Chacun de ces États a une histoire, une géographie, un droit, une organisation, une composition démographique et linguistique ainsi que des traditions politiques qui le distinguent des autres. Certains de ces États sont mieux gouvernés, plus démocratiques, plus développés et plus stables que d'autres. Ils présentent cependant certaines caractéristiques qui leur sont communes. Primo, tous les nouveaux États africains sont des États issus de la colonisation occidentale, hormis peut-être le Libéria qui avait été créé par d'anciens esclaves noirs libérés des États Unis, ou de l'Éthiopie qui n'avait connu qu'une occupation italienne éphémère. Secondo, et c'est une conséquence de ce qui précède, ce sont des États restés largement dépendants du monde extérieur en général et de l'Occident en particulier. Cette dépendance est multiforme et se vit au plan politique, économique et socio-culturel. Tertio, ce sont des États économiquement sous-développés à part quelques îlots de développement dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Maroc, l'île Maurice ou le Botswana. Quarto, ce sont des pays qui ont presque tous connu des conflits divers depuis leur accession à l'indépendance et où la paix a continuellement été menacée et demeure bien fragile. Quinto, en dépit des progrès réalisés depuis quelques années, ce sont des pays qui luttent encore pour l'établissement et la consolidation de l'état de droit démocratique et le respect du constitutionnalisme. Sexto, et divers rapports de nombreuses institutions internationales l'ont démontré, la plupart des pays africains souffrent de la malgouvernance et de la corruption. Septo enfin,
l'État en Afrique n'a pas réussi à remplir ses missions premières d'organisation, de développement, d'intégration nationale ni même de défense des peuples. Il demeure perpétuellement en crise et fragile dans la plupart des pays. D'où la nécessité pour toute étude qui se veut curative pour l'État africain anémique, de procéder pédagogiquement en partant d'un microcosme rigoureusement délimité. C'est la raison principale de notre focalisation sur l'État africain de la rez-de-chaussée, dont les conclusions et recommandations en rapport avec la refondation pourront, dans une large mesure, s'appliquer à d'autres États africains compte tenu de la similarité des contextes juridiques, politiques, historiques et socio-économiques. Le choix de l'État de la rez-de-chaussée comme représentatif des États africains mérite bien d'autres justifications. De prime abord, en tant que citoyen, juriste et intellectuel congolais, la rez-de-chaussée est certainement le pays que nous connaissons le mieux et dont nous maîtrisons le mieux le système juridique et politique. C'est également le pays sur lequel nous disposons de plus de données de recherche et où avons le plus d'accès aux informations sur la gouvernance. La rez-de-chaussée est aussi située au cœur de l'Afrique et par ricochet, au cœur de ses problèmes, de ses crises, de ses faiblesses et partant de la Renaissance africaine. Frantz Fanon n'avait-il pas raison d'écrire « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est située au Zaïre ». La position privilégiée de la rez-de-chaussée fait que les problèmes qui affectent ce pays aient inéluctablement une incidence sur plusieurs autres États du continent, au point qu'il est permis d'affirmer que la Renaissance africaine ne saurait réellement s'accomplir sans la Renaissance ni la refondation de l'État en rez-de-chaussée. Mieux organisé et refondé, l'État de la rez-de-chaussée servirait de locomotive à la Renaissance de l'Afrique. L'importance attachée à la rez-de-chaussée repose aussi sur le fait que ce pays dispose d'innombrables richesses naturelles qui ont justifié son appellation de scandale géopolitique de l'Afrique et du monde. En raison de son potentiel naturel, la rez-de-chaussée peut servir de grenier agricole du continent. Le fleuve Congo, le plus puissant fleuve du monde en débit après l'Amazone, alimente également le second bassin du monde. Il peut servir à arroser l'ensemble du continent par des politiques bien définies et à développer l'agriculture. La rez-de-chaussée peut également alimenter tout le continent africain en énergie hydroélectrique et contribuer au développement industriel de l'Afrique. Entourée de 9 pays frontaliers, la rez-de-chaussée est actuellement le pays le plus vaste de l'Afrique après l'Algérie depuis la scission évoquée de l'ancien Soudan. Elle appartient à la fois au sud, au centre et à l'est de l'Afrique, et est, ce titre, membre effectif de plusieurs organisations économiques sous-régionales comme la SADC, la CEPGL, la CEEAC et la CIRGL. Il s'ensuit, comme l'expliquait l'économiste malawité Tandika Nkanda Wire dans son introduction au livre Zaïre, Vers quelle destinée ? Livre écrit sous la direction de notre compatriote Kankwenda Mebaya, que le Zaïre, l'actuel rez-de-chaussée, représente à lui seul tous les maux dont souffre l'Afrique postcoloniale, d'autant plus que la gestion de ces richesses a constitué un gâchis alors qu'elles auraient dû servir utilement au développement de l'Afrique. Au regard de ce qui précède, la rez-de-chaussée servira de cas d'étude sur l'État et la nécessité de sa refondation en Afrique. Bien entendu, des incursions seront régulièrement faites dans l'histoire, l'organisation et le fonctionnement d'autres États en Afrique. Mais l'essentiel de la réflexion portera sur l'État en rez-de-chaussée, dont l'histoire, la marche et la santé ressemblent à celles de plusieurs autres États africains et comportent des leçons pour la refondation de l'État en Afrique. Nous disons refondation de l'État. Il faudra préciser d'ores et déjà que si le concept de l'État est bien connu des juristes et autres politologues qui y ont consacré de nombreux ouvrages, thèses, articles et chapitres, celui de refondation, par contre, sonne étrange aux oreilles du commun des juristes. Pourtant, en dépit de son caractère inaccoutumé qui le rapproche d'un autre concept tout aussi récent que celui de la bonne gouvernance. Si nous pouvons nous lancer dans une succincte élucidation conceptuelle, le terme refondation fait référence à une idée ou une institution qui existait, qui a échoué, ou n'a pas atteint ses objectifs, mais qu'il faut revisiter ou reconstruire. L'État tel qu'hérité de la colonisation est en totale déconfiture, il faut le repenser et le reconstruire sur les nouvelles bases. Pris sous cet angle, le thème de refondation de l'État devient éminemment juridique et ne saurait interloquer outre mesure le juriste, seul à même de le parer de toutes ses lettres de noblesse.
Aussi est-il curieux de faire remarquer que le thème de la refondation de l'État en rez-de-chaussée n'est pas encore abordé par beaucoup de chercheurs. La documentation y afférente est donc rare et difficile à trouver. L'apport considérable de Georges Ballandier en faisant foi, les études sur le droit constitutionnel, l'État et le droit en Afrique, étaient surtout du ressort des anthropologues, ethnologues et sociologues. Même juste après les indépendances, les ouvrages capitaux sur l'État et le droit en Afrique sont moins l'œuvre des spécialistes de sciences politiques que d'anthropologues précisément ou de juristes, constitutionnalistes, qui ont délaissé leur formation initiale ou l'ont utilisée et affinée pour donner sur l'Afrique les travaux qu'appelaient la rapidité du changement et l'originalité des formes et des institutions politiques sur ce continent. Cependant, il convient de reconnaître que de nos jours, il existe bel et bien une littérature disponible sur l'État et le droit en Afrique, et que ces écrits sont le fruit de grands auteurs appartenant à des sphères scientifiques différentes. C'est l'accès à toute cette littérature constitutionnelle qui nous était difficile. Le fait pour nous qui sommes domiciliés à Kinshasa de devoir commander certains ouvrages en Europe nous a desservis, et a, par moments, ralenti notre élan boulimique de recherche. La documentation adéquate étant coûteuse, rare, sinon inexistante au pays. Nous parlons bien entendu ici de la documentation sur l'État et la gouvernance en rez-de-chaussée et en Afrique, dans une perspective de refondation. Il nous a donc fallu définir une approche méthodologique sans équivoque, afin de ne point nous perdre dans le dédale de tous les écueils conjoncturels si haut repris. La méthodologie qui peut idéalement guider des recherches scientifiques de cette envergure en droit public interne, doit être holistique, pluridisciplinaire comme nous le recommande Marcin Gedzewicz. Ceux qui ne voient dans la vie constitutionnelle que le jeu des règles juridiques, qui ne voient dans le constitutionnel que le juridique, mettent en doute l'existence même de la science politique. Or, la méconnaissance des règles juridiques est certes dangereuse, non moins dangereux sont les abus, les excès, la rigidité de ce qu'on peut appeler le monisme juridique, c'est-à-dire le fait de ne voir dans le fonctionnement des institutions politiques que la technique juridique. On peut évidemment étudier les régimes politiques en ne les abordant que du point de vue du droit, mais on ne peut les comprendre sans philosophie politique, sans interprétation de l'histoire des idées, sans science politique, cette science du gouvernement à laquelle le monde anglo-saxon réserve une place d'honneur. En effet, la science du droit public ne peut être ni étudiée ni pensée en vase clos par les juristes et constitutionnalistes, au risque de rester dans le formalisme béat. Elle doit être éclairée par le concours d'autres sciences sociales, notamment la science politique, la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, etc. Car l'homme, les institutions politiques, le comportement politique ainsi que l'environnement politique et social sont autant de facteurs qui déterminent et expliquent l'existence de la règle de droit. Ainsi, le droit constitutionnel étant au confluent des autres sciences, doit toujours s'épanouir dans l'interdisciplinarité en vue de recouvrer toute sa vigueur épistémologico-pragmatique. S'agissant d'une thèse doctorale en droit public dont ce livre est l'émanation, le juriste ne saurait nous excuser si nous omettons l'approche spécifiquement juridique. Que les experts d'autres sciences sociales ne nous en tiennent pas rigueur. Notre premier réflexe méthodologique ne peut qu'être d'essence juridique, avant que nous n'empruntions inévitablement quelques méthodes de la science politique. L'approche juridique s'évertuera à nous doter des outils nécessaires pour examiner et interroger les règles d'organisation et de fonctionnement de l'État aussi bien en Afrique qu'en rez-de-chaussée. La science politique nous viendra en aide dans la mesure où elle nous permettra de recueillir des leçons de l'observation du fonctionnement réel de l'État et de les inscrire dans la pluridisciplinarité dont André Mebata, citant Jean-Marc Ella, avait reconnu qu'elle constituait le futur des sciences sociales au sein desquelles figure en bonne place le droit. La première démarche s'appuie sur le constitutionnalisme en tant que théorie du droit, qui insiste sur le rôle et la fonction de la Constitution dans la hiérarchie des normes par rapport à la loi, ainsi que sur le contrôle de constitutionnalité des lois. Nous admettons le constitutionnalisme comme doctrine fondée sur l'idée de la suprématie de la Constitution sur les autres normes juridiques nationales. C'est une idée qui n'est pas seulement juridique, car elle exprime aussi un jugement de valeur. La croyance dans le fait que la Constitution représente la meilleure garantie contre l'arbitraire du pouvoir politique.
Cet impératif apparaît notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les objectifs de l'Assemblée constituante en France. Le caractère écrit de la Constitution va lui assurer une forme de stabilité, ce qui va provoquer un premier niveau de protection contre les risques d'arbitraire de la loi, au profit des citoyens. En effet, la nécessité de faire fonctionner un État stable, fondé sur le droit, plaide pour la vulgarisation des principes de droit public, principalement ceux du droit constitutionnel et du droit administratif. Et il reste acquis que la Constitution est le point de départ du droit constitutionnel et d'un ensemble des règles qui régissent le statut des gouvernants et ceux des gouvernés. L'exégèse et la comparaison nous guideront dans la compréhension de textes juridiques et l'établissement du rapport entre État et droit, Constitution, ainsi que le précise magistralement Jacques Chevalier. L'État et droit sont des réalités étroitement liées, au point d'apparaître traditionnellement comme indissociables, consubstantielles l'une à l'autre. Non seulement en effet l'État agit par le droit, par le biais de l'édiction des règles obligatoires qui expriment sa puissance de contrainte, mais encore il est tout entier coulé dans le moule du droit. La spécificité de l'État en tant que forme d'organisation politique réside dans le phénomène d'institutionnalisation du pouvoir et cette institutionnalisation passe par la médiation du droit. L'État se présente comme une entité juridique, gouvernée et régie par le droit, mieux encore, qui ne peut être saisie et appréhendée qu'à travers le prisme du droit. Cette adhérence est tellement forte que certains théoriciens du droit comme Kelson ont pu affirmer l'absolue identité de l'État et du droit, qui constituerait un seul et même ordre de contrainte. Nous allons aussi recourir aux méthodes phénoménologiques et herméneutiques. Phénoménologiques, c'est-à-dire descriptives, ayant pour tâche primordiale de nous indiquer l'intentionnalité de la Constitution et de justifier sa vocation ontologico-sémiologique à être un élément constitutif privilégié de l'État, puis subsidiairement de rendre compte de ce que nous vivons, ce que nous voyons et ce qui se dit dans et à propos de l'État en Afrique. Phénoménologique aussi parce que consacrée à l'analyse de la scène politique en Afrique et en rez-de-chaussée, la présente étude se propose de décrire la réalité politique dans ses traits permanents. Fondée par Edmund Husserl, la méthode phénoménologique est, suivant les mots nets de Maurice Merleau-Ponty, continuateur de Husserl, la connaissance par où nous est donné le monde des réalités, à partir desquelles il faille refonder l'État en Afrique et en rez-de-chaussée. D'où l'analyse des crises politiques qui endeuillent l'État en Afrique et en rez-de-chaussée, et la quête des solutions nouvelles à ces crises, impliquant par le fait même la refondation de l'État. Grâce à une heuristique bien menée, nous allons recourir à la littérature déjà existante, chercher à savoir ce qui a été dit hier et ce qui peut être dit à l'homme africain et congolais d'aujourd'hui à propos de son État. Il s'agira d'une démarche herméneutique du dire réactivé par le dire du texte, dire considérant la lecture sous un angle politique où lire consistera à pratiquer des actes d'intervention diagonale en mettant le texte en dialogue avec d'autres textes afin de comprendre la réalité de l'État en Afrique. Notre méthode herméneutique vaut tout son pesant d'or dans la mesure où le recours au langage textuel décrivant l'anatomie de l'État en Afrique et en rez-de-chaussée a ceci de particulier qu'il véhicule un sens latent, à déchiffrer, sous un sens caché et qu'il dit de manière plus directe et plus spontanée des expériences de vie. Ces dernières, pour être phénoménologiquement décrites, requièrent des acrobaties spéculatives parfois très ardues ou qui rendent saisissable ce qui est spéculativement difficile à comprendre. Cette herméneutique invitera dans sa parcelle le couple comprendre-expliquer qui relève de l'approche historique, car il s'agira de déchiffrer la diachronie synchronisante de la notion de l'État depuis la première civilisation africaine jusqu'à l'heure actuelle. L'on s'apercevra que l'histoire sera très sollicitée en ce qu'elle est une discipline formatrice de l'esprit, nous apprenant à raisonner dans la logique et au-delà de la science par la conscience. Ce que l'histoire nous donne, c'est d'abord un enracinement. Je déploie ma propre vie à partir de quelque chose que j'ai reçu, et que d'autres vies innombrables ont contribué à faire exister, et je ne cesse de puiser dans ce passé collectif dont je suis étroitement solidaire et du reste aussi dans le présent sur lequel il débouche. C'est ensuite un champ d'action. Je réalise ma destinée en collaborant à la réalisation d'un destin collectif, en apportant ma contribution à l'instauration des fins rationnelles qui sont celles de l'histoire humaine en tant que simplement humaine. C'est donc grâce à l'histoire immédiate que nous allons lire le droit,
et contribuer autant que faire se peut à la refondation de l'État en Afrique et en rez-de-chaussée. L'histoire immédiate, ainsi que nous renseigne Verhagen, est une méthode qui s'applique aux sociétés contemporaines en crise dans un mouvement de transformation structurale rapide. En tant que méthode basée sur les questions d'actualité, l'histoire immédiate étudie tous les États frappés par des crises multiformes et exige également la mise en place des mécanismes d'harmonisation et de changement au sein des États ou sociétés humaines. Ainsi sublimée, l'interdisciplinarité que nous considérons comme méthode d'approche va enfin opter pour la dialectique de l'interaction et de l'interférence science-conscience politique. Cet aspect dialectisant devra se comprendre comme démarche praxéologique destinée à servir à l'amélioration qualitative de la vie politique des hommes, pour cette bonne raison qu'il importera d'engager le dialogue entre le savoir et l'action politique dans le fonctionnement des institutions étatiques. Autrement dit, il s'agit d'une méthode qui tente de créer un cadre de tension vers la transcendance des contradictions en politique, cadre où les vérités soit se contrebalancent en s'englobant, soit se réfutent en se tolérant. Il est donc question d'une dialectique non close, laquelle n'est pas à confondre avec la dialectique hegélienne qui est une démarche de la pensée pour atteindre la vérité en commençant l'analyse par un concept relativement primitif, la thèse, pour montrer ensuite que ce même concept implique son contraire, l'antithèse dont il faudra rapprocher la thèse en la dépassant pour arriver à une nouvelle conception plus ou moins équilibrée, la synthèse. Après avoir planté tout le décor relatif à ce vaste programme de recherche qui se poursuivra sans discontinuer, l'exigence scientifique qui nous régit nous amène à présent à préciser les différentes articulations de ce livre. Hormis l'introduction et la conclusion générale, notre texte est structuré en 2 parties comprenant 5 chapitres dans l'ensemble. La première partie est intitulée « L'État moderne et l'État en Afrique ». Elle compte 3 chapitres. Le premier chapitre étudie la statogenèse, ou la diachronie synchronisante du concept de l'État dans son aspect ontologique. Il pose la question de l'origine de l'État, analyse les éléments constitutifs de l'État et en brosse laconiquement les missions. Il se termine par l'articulation des traits caractéristiques de l'État africain, caractéristiques qui établissent clairement la faillite de cet État. Le deuxième chapitre étudie les différentes crises qui ont endeuillé l'État en rez-de-chaussée. Il traite de la crise de l'État congolais qui plonge ses racines dans l'État indépendant du Congo, et qui s'est cristallisée autour des 2 lois fondamentales du 19 mai 1960 relatives aux structures du Congo, et celle du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques, puis autour de la constitution de l'Oulouabourg du 1er août 1964 sous la Première République du Congo. Un accent particulier a été mis sur les bases constitutionnelles du nouvel État fédéral congolais, la participation des provinces à l'exercice du pouvoir fédéral, la protection de l'État fédéral contre les tendances séparatistes et des juridictions de protection. Le troisième chapitre, qui est une suite logique du deuxième chapitre, analyse la crise de l'État congolais, et les tentatives de règlement de cette crise sous la Deuxième et la Troisième République en passant par les crises de cet État sous les régimes constitutionnels transitoires moboutistes et kabylistes. La deuxième partie du texte intitulée « Crise et refondation de l'État en rez-de-chaussée » aborde, en ces 2 chapitres, la question spécifique de la refondation de l'État africain de la rez-de-chaussée, en mettant l'accent sur la décentralisation, la bonne gouvernance et les conditions de l'instauration d'un État de droit démocratique. Le dernier chapitre prolonge la réflexion en mettant en lumière l'urgence d'un constitutionnalisme qui doit se fonder sur les valeurs culturelles idoines et propres de l'État, afin de réaliser le vouloir-vivre collectif du peuple. Nous nous plierons volontiers aux caprices du débat sur les hypothétiques valeurs culturelles, exclusivement africaines. Ce débat qui a vu le jour au début du siècle passé en Amérique avec le panafricanisme, a été repris à nouveau frais par la négritude avec la même passion que son corollaire zaïrois baptisé authenticité pour le besoin de la cause. Mais hélas, ni le panafricanisme, ni la négritude, ni l'authenticité n'auront réussi à mettre en exergue le génie africain messianique susceptible de hâter l'avènement de la Renaissance africaine. La réflexion se termine par une invitation aux constitutionnalistes africains de tous bords à se remettre en question, en vue de proposer des constitutions plus authentiques et plus adaptées aux modes de vie locaux. Première partie, l'État moderne et l'État en Afrique. 01. Introduction.
La première partie de ce livre est intitulée « L'État moderne et l'État en Afrique ». Elle se déploie sur 3 chapitres comprenant chacun plusieurs subdivisions. Le premier chapitre présente, tour à tour, les éléments en rapport avec l'essence de l'État, ses origines, ainsi que ses éléments constitutifs fondamentaux et se termine par l'examen des éléments caractéristiques de l'État africain. S'agissant de l'origine de l'État, le chapitre s'appuie sur les points de vue des philosophes, notamment les philosophes théoriciens du contractualisme comme Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau et Kant. Il s'appuie également sur les théories des anthropologues et des sociologues, sans oublier les points de vue des juristes. À l'issue du choc des arguments des uns et des autres, l'état de droit nous est apparu, outre ses éléments constitutifs traditionnels, comme un état d'essence constitutionnelle. Car c'est par et grâce à la Constitution que l'État s'accomplit. Le deuxième chapitre présente la crise, qui est essentiellement constitutionnelle, de l'État africain de la rez-de-chaussée, depuis l'époque où le Congo fut considéré comme patrimoine privé du roi des Belges jusqu'à son accession à la souveraineté nationale et internationale sous les 2 lois fondamentales de 1960 ainsi que sous la Constitution de Louis-Bourg du 1er août 1964. Le troisième chapitre analyse la même crise pendant la Deuxième et la Troisième République, ainsi que les tentatives de résolution de cette crise persistante et permanente qui a fini par engendrer des conflits armés ayant significativement endeuillé la République. Chapitre 1er. Qu'est-ce que l'État ? De la question de l'origine aux éléments constitutifs, mission de l'État et caractéristiques de l'État africain. 0. Introduction. Qu'est-ce que l'État ? D'où tire-t-il son origine et comment l'appréhende-t-on ? En d'autres termes, comment est née la nécessité de l'organisation de la cité sous la forme de l'État démocratique moderne ? D'où la société fondatrice de l'État tire-t-elle son fondement ? Quels sont les facteurs qui ont présidé à l'apparition de l'État ? En ce qui concerne l'essence de l'État, nous partirons de l'étymologie du concept de l'État, dégagerons les approches philosophiques, anthropologiques et sociologiques qui expliquent la genèse du mot État, en étudiant la diachronie synchronisante de ce terme, dès son origine jusqu'à son expansion en Afrique moderne, avant de donner l'acception que s'en font les spécialistes de la science juridique. La définition du mot État dans son processus évolutif nous permettra de comprendre les notions de pouvoir, de légitimité du pouvoir, de genèse des institutions, d'organisation sociétale et de tous les éléments constitutifs de l'État démocratique moderne. Ce chapitre se termine par l'évocation des missions de l'État en général et des caractéristiques de l'État africain. 1. La question de l'origine de l'État. Avant d'aborder la question de l'origine même du concept de l'État suivant les approches des philosophes, anthropologiques et autres sociologiques, il importe d'en comprendre le processus étymologico-généalogique. 1.1. Approche étymologique du concept de l'État. Les mots par lesquels nous désignons les choses ou représentons les êtres et les objets, réels ou fictifs, ont une vie. Leur invention ou adoption, c'est-à-dire leur donation de sens ou signification, se réfère à des contextes dont l'occurrence contribue à en déterminer le sens retenu en cas de polysémie ou synonymie. Tel est le cas de terme État. En effet, tout part du latin status, le radical qui a donné en français les substantifs statu quo, état actuel ou situation permanente des choses, stature, taille en hauteur, statut, règlement, ordonnancement et dont le pluriel désigne un ensemble de règles organisant un groupe humain et relatives aux droits et obligations de ses membres, tout comme les adjectifs statutaires conformes au statut et stable, ferme, assuré, durable, assis ou fixé solidement, ainsi que les corollaires tels le verbe stabiliser, les substantifs standard modèle, type reproduit ou multiplié, et standing, condition ou catégorie sociale, rang, niveau de vie, etc. Provenant du concept latin status, dérivé du verbe ster qui signifie au sens premier se tenir debout, et au sens figuré, la position, le mot État apparaît dans les langues européennes dans son acception moderne au tournant des XVe et XVIe siècles. Au XVIIIe siècle, État signifie également la condition d'une personne, son état civil. Selon Hannah Arendt, le mot vient du latin status rei publicae, mot à mot égale état de la chose publique, soit la forme de gouvernement. 1.2.
Diachronie synchronisante du concept de l'État. La question de l'origine de l'État ne s'est pas toujours posée de la même manière. Depuis longtemps, les hommes sont conscients de la complexité de l'espace géopolitique dans lequel ils s'inscrivent et de la diversité des formes que peuvent prendre leurs sociétés. La typologie des régimes établie par Aristote témoigne de manière exemplaire de cet intérêt précoce pour l'ordonnancement des formes politiques. La monarchie, l'aristocratie et la démocratie composaient de pair avec leurs formes corrompues, la classe naturelle des régimes politiques. Il allait de soi pour Aristote qu'une cité était nécessairement dirigée par un seul citoyen, par le petit nombre ou par le grand nombre, et qu'il n'y avait pas de régime politique possible en dehors de cette classification. Bien sûr, les régimes politiques ne concernaient que la polis, c'est-à-dire la cité où le pouvoir était déjà constitué et où un ordre avait été établi entre gouvernants et gouvernés. Pour Aristote, les barbares vivaient en dehors de tout lien politique. C'est pourquoi la cité n'était selon Aristote qu'une des formes de l'organisation sociale, à laquelle s'ajoutaient la famille et le village. Le philosophe s'intéressait à l'essence de la cité, mais ne questionnait pas son origine historique. Quoi de plus normal, puisqu'elle était naturelle et précédait même les autres formes d'organisation sociale. La cité était en effet antérieure au village et à la famille, de la même manière que le tout est antérieur à ses parties. Ce n'est donc pas par ignorance qu'Aristote n'a pas développé de théorie de l'origine de l'État, mais bien parce que la vision architectonique qu'il endossait aurait rendu absurde une explication de la cité à partir de formes sociales antérieures. Il faudra un long cheminement pour que la question de l'origine de l'État acquiert le sens qui nous intéresse aujourd'hui. L'accumulation des récits ethnographiques, portés par les missionnaires et explorateurs, de même qu'une meilleure connaissance de l'histoire ancienne, a sans doute contribué à ramener la question à l'avant-plan chez les penseurs modernes. Aristote pouvait peut-être expliquer le mode de vie des barbares sans chef à partir d'une architectonie centrée sur la perfection de la cité grecque, mais pouvait-on dire la même chose des Américains ? Visiblement, ceux-ci n'appartenaient pas à la périphérie de l'humanité aristotélicienne. Ayant vécu dans l'isolement et l'autarcie depuis toujours, il fallait bien conclure qu'ils appartenaient à une autre humanité. Or, si c'était bien le cas, la différence entre les sociétés des sauvages et les sociétés civiles ne pouvait plus simplement s'expliquer à partir d'un ordonnancement naturel des sociétés humaines. Elle devait désormais s'expliquer sur un mode conventionnel. C'est du moins cette lecture charitable qu'a adoptée un auteur comme Montaigne. On ne s'étonne pas dès lors de l'intérêt qu'a éveillé en lui la lecture de E. Boétie qui, dans son discours de la servitude volontaire, dépeignait précisément le caractère conventionnel de la domination politique. La tyrannie et les hiérarchies sociales pouvaient d'autant plus apparaître comme conventionnelles qu'une nouvelle humanité semblait en être totalement dépourvue. Quoi qu'il en soit, c'est avec les penseurs du contrat social que la question de l'origine de l'État s'installera au centre de la philosophie politique. Elle y restera pendant 2 siècles. 1.3. Apport des philosophes. Pour Hobbes, Spinoza ou Locke, l'objectif principal n'était plus de déterminer... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.